Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au plateau de votre émission Grand Jury, une émission que nous vous proposons pour vous permettre de vivre et de suivre l'actualité via les commentaires, analyses et points de vue des confrères journalistes. En studio, Grand Jury, et c'est bien sûr tous les jours de lundi à vendredi, de 10h à 11h sur Radio KNTB, dans l'après-midi à partir de 14h sur la télévision Espoir 47, donc de Tchévier, là où nous sommes actuellement. Et ce matin, parlant de l'actualité, elle est relative donc au processus électoral avec les campagnes lancées depuis jeudi dernier à minuit. Nous allons avoir les échos également. Profiter de l'occasion pour scruter la une des journaux qui nous sont parvenus ce matin et poser le débat par rapport au point de vue des uns et des autres relativement au comportement des 5 candidats sur le terrain, donc les 5 candidats en course pour l'élection du 25 avril prochain. Merci donc à vous toutes et à vous tous et bienvenue autour de ce plateau avec moi ce matin, Robert Djoumassi. Il est le directeur de publication du journal La Lanterne. Bonjour Robert. Bonjour chers confrères. Et bienvenue chez nous. Bienvenue chez nous pour ce débat. L'honneur me choisit de vous remercier et puis de remercier tout de même les promoteurs de cette télévision. Et c'est tout un plaisir à moi d'être sur ce plateau ce matin. Voilà, merci donc pour la disponibilité. Nous avons comme second invité José-Éric Gagli. Il est le directeur de publication du journal Togoniban. Bonjour Éric. Bonjour Rodrigue, bonjour à tous les auditeurs de la radio KNTB, de la télévision Espoir 47 et médias partenaires. Et médias partenaires, je rappelle que son journal est dans les kiosques depuis ce matin. Nous allons scruter sa une dans quelques instants. Mais avant, permettez que j'envoie une, salutation particulière à une personne particulière. Donc, un confrère journaliste, un directeur de publication qui souffle une bougie de plus ce 13 avril. Il s'agit bien sûr de Idelphonse Akpaki, un grand frère. Bonjour et joyeux anniversaire. Donc, ceci étant, nous en profitons pour saluer tous ceux qui sont nés un 13 avril, et saluer également tous ceux qui ont comme date particulière dans leur vie un 13 avril. Ceci étant, on revient autour de ce plateau pour vous informer que les 5 candidats en lice, donc pour le fauteuil présidentiel, sont engagés dans des opérations de charme depuis quelques jours et partant de Union pour la République au MCD, passant par ADI et CAP 2015. En tout cas, les messages diffèrent, les échos des campagnes, si on en a, puisqu'on a la lanterne avec nous. Quelles sont les informations qui vous sont parvenues à la rédaction par rapport au comportement de ces 5 candidats sur le terrain? Je pense que pour le moment, les comportements de ces 5 candidats sont d'une grande importance. Vous êtes sans savoir que jusqu'à présent, tous les candidats se comportent d'une manière sage sur le terrain. Il n'y a pas pour le moment des accrochages qu'on déplore, à moins que c'était le week-end au niveau de la Colombe, il y a eu un petit incident qui n'est pas si majeur. Je pense que dans l'ensemble, pour le moment... C'est déplorable, tout à fait. Non, ce n'est pas si majeur quand même, mais c'est quelque chose que nous devons faire tout possible pour pouvoir éviter dans le pays, en ce moment très capital de l'histoire de notre nation. Donc, je pense très bien que dans l'ensemble, je pense que tout se passe très bien comme prévu. Voilà, tout se passe bien comme prévu et heureusement que nous avons, nous aussi, autour de cette table, un candidat qui, pour avoir été en retard, sera chargé du 3e mi-temps. Germain Pouli, directeur de publication du journal Togo Réveil. Bonjour Germain. Bonjour. Ça, c'était juste pour taquiner. Toutes mes excuses aux téléspectateurs et aux auditeurs pour ce retard en réalité impardonnable. Non, pas impardonnable, puisque l'essentiel, c'est la présence. Quand il y a la présence, ça veut dire que c'est forcément des présenteurs qui ont milité. Mais surtout, merci pour avoir accepté l'invitation et pour la disponibilité. Ceci étant, on reste avec vous pour avoir les échos des campagnes, puisque c'est le moment. Oui, non, je pense que la campagne a commencé timidement, comme à toutes les élections, comme si la plupart des candidats n'étaient pas assez aguerris
pour affronter cette étape assez importante. Mais je crois que c'est tout simplement stratégique. Certains vont calmement avant d'atteindre leur vitesse de croisière. Mais il faut aussi reconnaître que tous les candidats ont eu donc à passer les messages importants donc, sur la chaîne de télévision publique. Mais au niveau des villes, au niveau des quartiers, on n'a pas beaucoup senti les autres candidats, à l'exception donc du Parti Unir qui a très tôt donc pris d'assaut le stade omnisport de Lomé dans le premier jour. À travers un grand meeting. À travers un grand meeting, ce qui n'était pas le cas des autres candidats. On a vu les grands affichages donc à travers la ville de Lomé sur les panneaux géants jusqu'à il y a quelques heures, il n'y avait que le président sortant et Tchassona Traoré et puis Djeri Tama aussi qui essaie aussi de partager ces grands espaces publicitaires avec le candidat sortant. Mais je pense qu'à partir de cette semaine, on va assister à quelque chose de plus élaboré, quelque chose de plus combatif, de plus conquérant et que les différentes équipes de campagne des différents candidats vont effectivement faire le travail. On n'a pas beaucoup vu le porte-à-porte qu'on avait observé à l'occasion des législatives. On n'a pas encore vu ça. Mais on espère que tout ça va venir, mais je pense que ça ne surprend pas parce que c'est un peu la stratégie habituelle quand il s'agit de campagne électorale. Voilà, et Eric, écho des campagnes. Oui, comme il a dit Germain, notre confrère, Robert, il faut dire que ça a commencé d'une manière timide. On n'a pas vu beaucoup d'influence par rapport aux autres candidats, hormis Unir, qui a tenu son premier meeting, c'est-à-dire samedi, au stade d'Agoué. Bien avant, il y avait eu au stade municipal de Lomé. Oui, mais l'ouverture en tant que telle, avec tous les grands de Lomé, étaient là. J'ai eu l'occasion de voir, par exemple, des personnalités des entreprises, des ministres, etc., qui étaient présents pour soutenir justement le candidat d'Unir. Bon, j'ai dit, ça a commencé. Chacun bat sa campagne comme il le peut, sauf que pour les autres partis, les 4 autres, c'est-à-dire les partis que ce soit Traoré, que ce soit Djeri Tama, que ce soit Aimé Gogo, etc. Bon, eux, on n'a pas vu beaucoup de mouvements dans la ville surtout. Bon, j'estime que à partir d'aujourd'hui, lundi 13, les choses vont démarrer comme il se doit. Les choses vont démarrer comme il se doit. Avant de retrouver Robert, j'aimerais donner la parole à Germain, puisque la semaine dernière, dans sa publication, il a permis aux Togolais de découvrir le parcours des 5 candidats. Et est-ce qu'on peut avoir une idée sur qui sont réellement ces 5 candidats? Avoir une idée, je crois que je vais quand même permettre aux auditeurs, aux téléspectateurs quand même d'acheter le journal Togo Réveil. On en avait parlé récemment, je crois qu'il devait... Mais je pense que, tout comme moi, d'autres confrères, comme Togo Niman aussi, ont fait ce travail. Et nous avons tout simplement pensé qu'il fallait relater la vie donc, de ces candidats avant même de toucher à leur programme de société, voir quel est d'abord le bagage intellectuel donc, de tous ces candidats-là, quel est leur parcours professionnel, puis qu'est-ce qu'ils peuvent après apporter en termes d'expérience. Et donc nous avons tout simplement étalé donc, le parcours et la vie de ces candidats-là. Il y en a qui sont assez jeunes, comme Djeri Tama, qui est né donc, en 1975, qui n'a pas un parcours professionnel assez riche, un peu comme Jean-Pierre Favre. Il a connu les armes. Oui, mais il a connu les armes, il a fait la sociologie, il a fait le droit, l'humanitaire. Il gère une entreprise de communication et de tourisme. On n'a pas beaucoup fait cas, mais il est également dans le tourisme et il est aussi dans les affaires. Et il apporte de nouvelles idées, en tout cas, quand vous voyez ses affiches, je crois qu'il a une forme de communication. Lui-même étant communicateur, il a quand même mis le paquet pour communiquer. Il y a Jean-Pierre Fabre, qui a été un directeur de publication comme nous, donc c'est un doyen
un de nos doyens. C'est vrai qu'il a un diplôme en économie, mais c'est quand même un doyen. Il est passé par le journalisme. Et on a raconté un peu comment il est parti de l'UFC avec Gilles Christ Olympio pour créer l'ANC qui se révèle aujourd'hui le parti le plus important au sein de l'opposition. Donc Tchabouré le plus vieux. Oui, le plus vieux. En politique. En politique, il a aussi un bagage énorme, mais un peu décevant parce que c'est à travers ce curriculum vitae qu'on a pu comprendre que l'homme est lourdement diplômé. Et qu'il a beaucoup travaillé un peu dans l'espace CEDEAO, dans l'espace UEMOA. Il est membre de plusieurs commissions concernant le seul Africain, donc noir, à avoir dirigé une institution au Canada. Voilà, il a été vice-recteur de l'Université du Bénin, actuelle Université de Lomé. Il a été ministre à 2 reprises. Il a été directeur général de l'UIT de gestion. Il a été directeur général de l'école, donc de secrétariat de direction et tout cela, mais on n'a pas senti l'homme depuis tout ce temps. Étant de l'opposition, je crois qu'il n'a pas beaucoup fait son travail parce que l'opposition, son rôle est de critiquer le pouvoir, mais on n'a pas vu, avec le bagage qu'il a en réalité, il devrait beaucoup sortir, faire des propositions, mais on n'a pas vu tout ça parce que il est resté comme un anonyme, il est resté comme un opposant qui n'a pas de bagage. Parce que généralement, au sein de l'opposition, on ne trouve pas des personnalités comme lui. Mais c'est à l'occasion de ces élections-là, malheureusement, qu'on découvre cela. Et il y a maintenant le notaire qui aussi a beaucoup travaillé sur le plan international. Maître Tchassona Traoré. Voilà, donc, qui aussi aurait pu apporter son expertise, qui travaille d'ailleurs avec Doing Business, donc du groupe de la Banque mondiale ici. Et puis il y a le candidat de UNIR qui est assez jeune, mais qui a une expérience assez enrichissante. Et donc il y a un bagage assez conséquent en plus donc, de toutes les expériences qu'il a sur le plan administratif, sur le plan politique. Et en plus aussi du fait qu'il a déjà dirigé ce pays, qu'il a fait des choses assez éloquentes dont une bonne majorité de Togolais apprécient quand vous regardez un peu l'évolution du score de son parti, du RPT à unir, de 2007 à 2013. Vous voyez que la majorité des Togolais suivent de plus en plus. Mais j'invite simplement les téléspectateurs à aller dans les kiosques pour acheter à 250 francs CFA le journal Togo Réveil. J'espère que c'est encore dans les kiosques parce que c'est depuis vendredi. En tout cas, voilà, Robert, un mot sur les candidats? Vous les connaissez? Non, bon, en fait, je ne peux pas trop me prononcer en tant que tel sur les candidats, mais comme Gervais Pouli vient de le dire, moi, ce que je voudrais expliquer, c'est que ce n'est pas question de... Effectivement, on a besoin des bagages intellectuels quand même. Mais, au fait, c'est une question de volonté. Moi, c'est ça. Et de capacité. De capacité. Parce que tu peux avoir si bien un bagage intellectuel, mais tu ne peux pas arriver à réaliser certaines choses pour la nation togolaise. Mais je donne un exemple. Quand vous voyez le président Faure, en disant tout ce qu'il a fait pour ce pays, quand même, il faut aussi avoir le courage de pouvoir dire que au moins on sent, ou bien on a commencé par sentir une mutation, un petit changement qui arrive. Là, vous êtes en train d'aborder l'autre volet qui consiste les forces et les faiblesses des candidats. On va en parler tout à l'heure. Oui, donc si vous prenez certains candidats, ils peuvent avoir des bagages intellectuels, comme Germain vient de le dire, mais ils n'ont pas eu l'opportunité de pouvoir critiquer le régime en place. Ils n'ont pas non plus eu l'opportunité de briguer à la magistrature. Justement, ils ont préféré de pouvoir travailler avec d'autres partis qui n'est autre que par le passé avec l'UFC et tout récemment avec ANC, avant qu'ils ne se détachent de l'ANC pour pouvoir faire son chemin seul. Donc vous voyez que moi je pense très bien que c'est une question de volonté pour pouvoir faire mieux pour la population togolaise. Volonté pour pouvoir faire mieux pour la population togolaise. José-Éric Gagli, votre journal est dans les kiosques ce matin et vous avez une interrogation qui impressionne peut-être Jean-Pierre Fabre. A-t-il réellement des chances de réussite à ces élections? On voudrait comprendre.
Oui, alors si le journal a posé la question, si Jean-Pierre Fabre a réellement les moyens, des réelles chances de pouvoir gagner ces élections, je pense que la question est bienvenue. Si ma question peut quelque part choquer les Togolais, ça serait peut-être des Togolais qui n'ont pas compris la politique togolaise. Je m'explique. Jean-Pierre Fabre, étant d'abord sortant de l'UFC, a créé son parti, l'ANC. Ensuite, il y avait ce regroupement de partis qui est CAP 2015. Ça a commencé par le CST, le CST, le FRAC, etc. Le CST. Jusqu'à ce qu'on arrive à CAP 2015, avec des regroupements de partis, que ce soit le parti d'Abbas Kaboa, que ce soit MRC, Gomé Kodjo, etc. À un moment donné, on a senti un divorce de certaines personnes qui ont quitté brutalement le parti de Jean-Pierre Fabre, tout simplement parce qu'il y avait ce qu'eux ils appellent une mauvaise compréhension, une mauvaise lecture de la politique togolaise, jugeant Jean-Pierre Fabre des fois d'être assez autoritaire, de vouloir mener un diktat, etc. Donc Jean-Pierre Fabre s'est senti, enfin les autres candidats, que ce soit des missionnaires. On va dire les autres amis d'hier de Jean-Pierre Fabre. Sont devenus aujourd'hui, je ne dirais pas ennemis, le terme est trop fort, sont devenus aujourd'hui des adversaires en griffe de Jean-Pierre Fabre. Bon, si nous voyons déjà en parlant des Mégogués, vous savez très bien que si Jean-Pierre Fabre a eu la chance de rentrer, enfin de travailler ou d'être à l'université en tant que, aidez-moi, il était chargé à l'époque des TD, c'est grâce bien entendu à Gogé. Voilà. Et donc aujourd'hui, Jean-Pierre Fabre se sent, je pense qu'il est seul, parce qu'il a besoin de toutes ces personnes pour pouvoir, pour être un réel candidat, un candidat qui pourrait battre UNIA, pour ne pas dire le président sortant. Je ne veux pas parler des FLBS parce qu'on va en arriver, tout à l'heure. Mais je pense que Jean-Pierre Fabre a, je ne dirais pas qu'il n'a pas beaucoup de chance de prendre la magistrature suprême, mais il a quand même la chance d'être bien placé durant les élections. Durant les élections. En tout cas, on renvoie les lecteurs dans les kiosques pour aller chercher le journal. C'est vrai qu'après lecture, ils vont comprendre le pourquoi, parce qu'à scruter un tout petit peu, on voit par exemple les difficultés de l'heure. En 2010, avec Agomé Kodjo qui a déclaré Jean-Pierre Fabre vainqueur des élections, qu'il a rejoint dans la rue pour marcher, contester. Et par après, il est reparti et devenir en quelque sorte aujourd'hui, comme vous l'avez dit, adversaire. Bref, tout est donc dans ce journal. Mais ceci étant, par rapport au développement tout à l'heure de Eric. Mais je tenais j'avais oublié de vous dire tout simplement que Jean-Pierre Fabre aujourd'hui doit nécessairement convaincre les électeurs de cette, comment dirais-je, ce tableau noir que des partisans d'aujourd'hui sont devenus adversaires. Comment on le peint aujourd'hui, il faut absolument qu'il arrive à se débarrasser de ce tableau noir pour que les électeurs puissent comprendre le pourquoi aujourd'hui tous ses amis l'ont lâché. Et c'est une des conditions qui peut l'aider aussi à avoir une bonne place dans ces élections. Voilà, une bonne place dans ces élections. J'aimerais poser la question à Germain par rapport au développement de Eric Gaglé tout à l'heure autour de la vie interne de l'opposition. Qu'est-ce que cela peut constituer dans ce rendez-vous? Non, je crois que l'opposition est partie défavorisée à cette élection, parce que il faut toujours rappeler le mode de scrutin qui est un scrutin à un tour. À un tour. Et dans ce genre de scrutin, en face du candidat sortant, quand l'opposition est émiettée, donc là nous avons 4 candidats de l'opposition, plus un grand candidat de l'opposition qui appelle au boycott, donc ça fait encore des voix de moins, voilà, donc pour cette opposition, et donc je crois qu'elle part défavorisée. Maintenant, pendant longtemps, l'opposition a tenté d'avoir un candidat unique, avec une démarche qui n'était pas aussi complète, parce que quand on a vu le conclave,
Il y avait CAP 2000, ce qui est devenu CAP 2015 finalement, ce qui était un reliquat de la coalition Arc-en-Ciel et un reliquat du CST. Voilà, donc on a vu que le CST, la coalition, s'était réunie sans l'UFC. Alors que quand vous prenez la base de leur calcul, à l'issue des législatives de 2013, ils ont ajouté aux voix de l'opposition les voix de l'UFC. Donc sans l'UFC au départ pour ce qu'ils ont appelé conclave, c'était déjà mal parti. Et pire, le conclave n'a pas abouti. Donc, vous voyez que Jean-Pierre Fabre... Les autres ont dit que ça a abouti, puisqu'il y a eu CAP 2015 qui était né. Jean-Pierre Fabre s'est fait entourer de partis qui ne représentent rien, à part le parti de Agbara, qui peut se targuer d'avoir au moins un député à l'Assemblée nationale. Les autres n'ont pas de député. Tout simplement pour dire qu'ils ne représentent rien, puisque c'est sur la base... Ils ont quand même des bases, des militants. Oui, c'est sur la base des députés que Jean-Pierre Fabre est devenu aujourd'hui le leader de l'opposition. On ne le lui conteste pas. Il a plus de députés que les autres, il est plus implanté que les autres, c'est normal. Ceux qui n'ont pas de députés, on ne peut pas dire qu'ils représentent des forces. Il faut avoir le courage de le dire, ils ne représentent pas des forces. On en a vu aussi des partis, comme la CPP et autres, qui ont donné leur mot d'ordre par rapport à cette élection. Ils ont appelé à voter unir. À voter unir, c'est vrai que c'est un soutien à unir, mais ça ne reste pas un soutien de taille. Encore que unir est déjà un parti qui est largement implanté. Bon, unir peut dire qu'il a eu du soutien, mais ce n'est pas un soutien de taille. Donc c'est pratiquement la même chose autour de Jean-Pierre Fabre. Un peu comme des coquilles vides qui appellent à... Voilà, bon, vide, pas totalement vide, puisqu'il y a des militants, puisqu'il y a des scores. Il y en a qui restent. Mais quand un parti est incapable d'avoir un député à l'Assemblée nationale, c'est qu'il n'a pas réellement un moyen d'influencer la politique du pays. Il ne peut pas voter les lois, mais il ne peut que circuler sur les médias, comme on voit beaucoup, de plus en plus, ces chefs de partis politiques qui ne représentent qu'eux-mêmes pour la plupart du temps. Mais je crois que Jean-Pierre Fabre s'est fait entourer finalement de partis qui ne représentent rien, pour donner l'impression qu'il est le candidat d'un groupe de partis politiques. Or, nous savons tous ici, depuis 2007, où les élections sont transparentes, qu'à partir de ces données-là, les grands partis de l'opposition, c'était l'UFC, le quart de l'époque, et donc finalement l'UFC s'est divisé, donc il y a deux partis, ANC, UFC plus le quart, et puis les dernières législatives ont révélé ADI, ont révélé aussi le PDP de Kabara. Sursaut national. Voilà, donc je crois que oui, sursaut national, oui, qui a quand même un député, il faut le dire, et donc ces partis n'ont pas pu se réunir autour d'un candidat unique de l'opposition, c'est déjà mal parti. Mais il faut aussi dire que les législatives ne sont pas forcément les présidentielles, parce que quand vous prenez la présidentielle de 2010, le président sortant a été vainqueur avec un peu plus de 60%. Alors que les législatives de 2007 avaient montré que s'il y avait union de l'opposition, on pouvait faire quelque chose. Il n'y avait pas eu cette union, c'est vrai, mais je crois que le candidat a tiré forcément son épingle du jeu. Donc je pense que l'opposition est partie défavorisée. Dans un scrutin à un tour. Jean-Pierre Fabre le sait bien. Il l'a reconnu d'ailleurs sur RFI quand on lui avait demandé s'il n'était pas désigné comme candidat unique de l'opposition. Il a dit que ça sera extrêmement compliqué. Mais je pense que c'est déjà courageux de sa part d'aller à cette élection, d'essayer de conquérir un maximum de Togolais. Je pense aussi qu'il a l'avantage cette fois-ci aussi d'avoir parcouru un peu plus le pays que d'habitude. Ça veut dire qu'il allait vendre son projet de société à une majorité de Togolais. Maintenant, est-ce que ceux-ci sont suffisamment convaincus? Est-ce qu'ils vont... on le saura au soir du 25 avril prochain. Voilà, Robert, l'opposition... Bon. En fait, comme mon confrère vient de le dire, je pense que l'opposition est fragilisée depuis certains temps avant de pouvoir aller aux élections. Mais concernant en réalité les candidats, les petits candidats, bien les grands candidats, je pense très bien que... C'est-à-dire, il y a petits candidats et grands candidats. Oui, bon, selon ce que mon confrère Jamil... Non, mais si on permettez, si j'ai bonne mémoire, on a posé la question à Jerry Tama.
Bon, les partis politiques plutôt. Je voudrais en venir au niveau des partis politiques. Je pense que les partis politiques aussi, si même certains ne sont pas au Parlement aujourd'hui, ont leur rôle à jouer au sein de leur coalition. Aujourd'hui, qu'en soit ce que nous disons concernant les soutiens, certes, ce ne sont pas des soutiens de taille, mais ces soutiens-là peuvent participer, peut apporter quelque chose pour ces deux partis, pour unir et pour lancer. Pour la simple raison que des fois, on peut arriver à un ballottage aussi, où on a besoin de quelques voix. Pour faire la différence. Oui, justement, il y a de cela quelques années, Kadbara n'avait aucun député à l'Assemblée. Mais c'est qu'il a fait le travail sur le terrain pour pouvoir avoir ce candidat et ce député à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on ne sait pas le travail de fond que les autres partis, la CDPA et certains partis en font. De même que CPP de l'autre là aussi, Francis Ocon et Con aussi. Donc ces partis-là, je pense très bien que peuvent toutefois apporter quelque chose pour les autres partis qui sont en course aujourd'hui. Donc moi je pense très bien que concernant les partis politiques, tout le monde a son mot à dire. Mais concernant l'opposition elle-même, je pense très bien que l'opposition a maximum de pouvoir réussir les élections. Parce que tout d'abord, quand vous voyez les divisions au sein de l'opposition elle-même, après, vous voyez comment ils s'en vont aux élections, en rang dispersé d'ailleurs, ça effrite leur chance de pouvoir remporter les élections. Vous voyez? Alors que le Parti uni, c'est pas moi qui le dis, mais Javon même l'a dit sur une chaîne de télé, que son électorat est constant. Au moins 30% est constant pour le parti au pouvoir. Déjà, c'est un atout pour le parti au pouvoir de pouvoir gagner les élections. Maintenant, s'il arrive à gagner la confiance des autres électeurs, surtout pour l'élection passée, il y a beaucoup qui se sont abstenus. S'il arrive à gagner la confiance de ces gens-là, vous voyez qu'il y a une grande avance sur les autres partis de l'opposition. Alors que si c'est que, en réalité, les partis de l'opposition se sont attendus pour pouvoir dégager ne serait-ce qu'un seul candidat, je pense que le combat ou bien cette compétition sera plus ou moins rude entre le parti au pouvoir et l'autre côté. Mais malheureusement que je viens d'écouter même ce matin le président du CAR, maître Apevon, qui disait qu'il n'ira même pas voter le 25. Il a dit ça, qu'il n'ira même pas voter. Donc, vous voyez que la voix de l'opposition s'effrite au jour le jour. Voilà. Aujourd'hui, Eric Gagli, c'est vrai, quand on jette un coup de regard, on constate ce qui se fait sur le terrain, qui selon Robert, font émietter les voix de l'opposition. Mais est-ce que ce n'est pas encore jouable? Puisque quand on prend Adi, jusque-là, on nous parle de candidature stratégique. Bon, je tiens d'abord à rappeler une chose. Aimé Gouguel avait dit entre-temps que pour ce pays, enfin chez nous, je pense que avoir la candidature unique, ce n'est vraiment pas ce qui peut emmener l'alternance au Togo. Je pense que les 5 candidats qui sont partis, enfin qui se lancent dans la course de la magistrature suprême, s'équilibrent. Quand ils s'équilibrent, c'est vrai qu'il y a leurs forces et leurs faiblesses. Déjà, comme Germain l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que UNIR est implanté un peu partout. Jean-Pierre Fabre, comme je l'ai dit dans mon journal, peut avoir des chances de réussir, à condition qu'il arrive à convaincre. Jean-Pierre Fabre aujourd'hui, son problème, c'est ce tableau noir qui l'entoure. Et puis, je disais la dernière fois que tous les candidats n'ont pas les mêmes chances. Je prends d'abord le cas d'UNIR. Je vais dire aujourd'hui que même si Faure Gnassingbé a déjà fait 2 mandats, je pense que c'est ce 3e mandat que Force devient réellement président du Togo.
c'est maintenant qu'il va, si jamais Faure Gnassingbé arrivait à briguer, au soir du 25, à être réélu, c'est maintenant qu'il va démontrer qu'il est réellement président. Pourquoi je dis ça? Parce que pendant les 2 mandats que M. Faure Gnassingbé a... C'était des rounds d'observation. Voilà, et puis il a essayé d'écarter certaines personnes, de faire le ménage autour de lui. Il a hérité d'une situation, peut-être, je ne dirais pas qu'il ne voulait pas, mais maintenant il apprécie. Donc, aujourd'hui, il se sent dans la peau d'un président. Donc, c'est maintenant qu'il veut revenir en tant que président. Il a même déclaré la dernière fois dans Jeune Afrique qu'il compte bien gagner ces élections, mais pas s'éterniser au pouvoir. Donc, s'il revient, si la chance lui permet, et si les électeurs lui font confiance, s'il revenait, certainement, c'est maintenant qu'il deviendra le président du Togo. Ça, c'est pour M. Faure Gnassingbé. Pour les autres candidats, il y a directement qui se réclament candidat de la jeunesse, qui se réclame proche des jeunes, parce que lui-même il est jeune, un ancien militaire, un lieutenant, qui a quand même fait Saint-Cyr, qui aujourd'hui, même s'il n'a pas eu la chance d'être pour les élections législatives d'avoir un siège, aujourd'hui il se dit qu'il est prêt à gagner, parce qu'il essaie de rassembler, il essaie de faire un travail de fond pour que les jeunes, surtout les jeunes Togolais et Togolaises, puissent le suivre. Bon, Aimé Gogué, on l'a dit tout à l'heure, éminent professeur, il a été longtemps proche, je dirais pas proche, il a beaucoup travaillé dans ce gouvernement, il a été ministre de l'Éducation nationale, il a été ministre, je pense aussi si j'ai bonne mémoire, l'Éducation nationale. Ensuite, aidez-moi un peu là, il a été de la planification. Voilà, du plan. Voilà, gouvernement de la transition. Gouvernement de la transition sous Kofigo, il a été 2 fois ministre. Donc, tout le monde sait que c'est un intellectuel averti, il s'y connaît, un sage, qui a d'ailleurs eu la chance d'avoir autour de lui tous ses candidats, parce que Jean-Pierre Fabre, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été son élève, vous voyez ce que je veux dire, donc il a formé pas mal d'intellectuels togolais. Donc lui aussi, il a beaucoup de chance, sauf qu'il n'est pas connu du grand public. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, la dernière fois, Mais c'est quand on fait le tour d'horizon, on constate que son parti, Adi, est le plus vieux parti. Absolument. C'est de tous les partis qui participent à ce Mais l'homme, vous savez, il y a un problème au Togo. Hein. Non, c'est quand vous dites qu'il n'est pas connu. Il n'est pas connu. Je répète, il n'est pas connu parce qu'au Togo, on a tendance à élire l'homme. On a tendance à élire l'homme à défaut d'avoir un parti fort. Enfin, sans faire de... je ne parle pas de... Vous parlez de fort F-O-R-T, j'espère. F-O-R-T. À défaut d'avoir un parti F-O-R-T, il faut que l'homme soit un homme d'État, un homme impressionnant, un homme qui convainc, un homme qui a de l'influence. C'est un petit peu le défaut de Gogué, c'est parce que même si on lui reconnaît ces forces-là, il n'est pas très connu. C'est-à-dire le Togolais qui va voter le 25. Parce que Germain l'a dit tout à l'heure, quand il a dit, c'est vrai que la dernière fois quand j'ai lu le CV de l'homme, je me suis dit ici de 1990 à 2015, c'est maintenant qu'on se rend compte. Il n'a pas joué son rôle pendant ce temps-là. On a quelqu'un de cette carrure-là au Togo. Dans l'opposition en plus. Oui. Donc je pense que il a fauté à ne pas se montrer très tôt. Peut-être a-t-il manqué de stratégie pour s'affirmer sur le plan politique. Peut-être, c'est vous qui le dites, peut-être. Bon, revenons maintenant au notaire. Maître Mohamed Jassona Traoré. Voilà, lui, je le dis encore une fois, vous allez comme je le dis tout le temps, moi c'est la popularité qui est importante. Au Togo, chez les Africains, je veux dire chez nous, quand l'homme est populaire, tout le monde y va. Traoré, notaire de son État, d'accord, milité dans les droits de l'homme, d'accord, il est dans certaines, même aujourd'hui je pense qu'il est toujours dans la commission juridique des notaires de l'Afrique de l'Ouest. Mais toutes ces références ne lui donnent pas quand même une certaine carrure, une force
à pouvoir faire la différence. Donc aujourd'hui, sincèrement, il n'y a que 2 candidats qui peuvent faire la différence, enfin qui peuvent émerger. Je pense d'abord à Faure, Gnassingbé et à Jean-Pierre Fabre, mais il y a un déséquilibre par rapport aux moyens mis en place. Parce qu'aujourd'hui, quand vous sortez dans la rue, vous avez posé la question tout à l'heure, les affiches, etc. On voit un déploiement de stratégies fortistes, comme disait quelqu'un la dernière fois, où même les véhicules de l'État sont mis en contribution. Vous en avez vu? Absolument. Ça a toujours été comme ça. Vous n'allez pas me démentir aujourd'hui. Donc, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en contribution. L'État même est mis en contribution, d'autant plus que la dernière fois, quand elle est sortie au stade, au lycée d'Agoué, vous allez voir tous les grands de Lomé, en passant par les directeurs généraux des sociétés, qui sont tous là parce que... Mais ils sont militants, c'est leur parti. Évidemment, parce qu'ils n'ont pas envie de perdre peut-être leur fonction, ils n'ont pas envie de perdre leur place, etc. Et puis Ce sera un autre débat, oui. Non, je vais terminer. Et puis on voit aussi aujourd'hui qu'il y a pas mal de personnes qui veulent battre campagne pour M. Faure, parce qu'ils estiment que si jamais M. Faure demain arrivait encore à la magistrature suprême, ils auront la chance d'avoir peut-être un petit poste, un ministre ou directeur de cabinet quelque part. Donc aujourd'hui, les choses sont déséquilibrées. On sent que UNIR met les moyens pour convaincre, met les moyens pour que les gens le suivent, et que Fabre a les moyens limités, même s'ils ont reçu ces fameuses 70 millions pour battre campagne. Mais aujourd'hui, je pense que même, je ne vais pas l'affirmer, mais ce n'est pas 70 millions que le parti UNIR utilise pour battre campagne. Donc, voyons ce qui va se passer. Il faut que les militants, les électeurs, fassent leur choix le jour J. Fassent leur choix le jour J. Il faut préciser quand même à ceux qui nous suivent qu'il y a quand même une limite par rapport aux dépenses dans le cadre des campagnes, et tous les partis sont tenus de respecter cette limite. Vous me le dites, dans ce Togo, vous croyez qu'on peut réussir à avoir ce que vous appelez limite? On n'est pas en France, on n'est pas dans les pays européens où après la campagne on fait des audits. On y sera, vous pensez qu'on ferait un audit à la fin de ces... on a confiance en la Cour des comptes et on attend de voir ce que ça va donner. Voilà, Germain, aujourd'hui, force, faiblesse, 5 candidats. Oui, force, faiblesse. Bon, je crois que c'est vrai qu'on parle de popularité, on juge les uns et les autres. Certains arrivent pour leur première participation et tout ça. Mais je crois que nous avons... C'est vrai que sur les 5 candidats, il y a 3 qui font leur première participation. Oui. Et 2 qui ont déjà une expérience donnée. Oui, je crois que comparativement à 2010, il y a beaucoup moins de candidats cette année. Mais je crois que cette élection se joue à 2 niveaux, comme Eric le disait, au niveau du président Faure et au niveau du chef de file de l'opposition. On ne minimise pas les autres candidats, mais les forces et les faiblesses, moi je les résume essentiellement au projet de société. Vous avez un président Faure, Gnassingbé, que même ses plus grands détracteurs aujourd'hui qualifient de bosseur et reconnaissent le travail énorme qui a été fait au cours de ces 5-6 dernières années. Donc je crois que le premier mandat était un mandat d'observation, mais pas totalement, mais un mandat qui a... Comme Eric l'a dit, c'est un mandat qui a servi, si je prends Eric, à écarter certaines personnes. Non, je ne vois pas les choses de cette manière. C'est vrai qu'on a pu rajeunir la classe politique au sein d'UNIR, mais il fallait faire un travail de réconciliation d'abord, parce que Faure Gnassingbé a pris le pouvoir dans des conditions assez compliquées. Et bien avant même cette prise de pouvoir, il y avait des relations assez conflictuelles entre le président Yadema et son opposition depuis 1990, au point où le Togo a été finalement sanctionné par la communauté internationale comme un pays dans lequel il y a un déficit démocratique. Il fallait d'abord corriger cette image-là. Il fallait montrer que c'est un pays ouvert à la démocratie, organiser une première bonne élection en octobre 2007. Il fallait aussi réconcilier le Togolais, la CBJR, donc qui a été mise en place. Et il a fallu aussi pour Faure Gnassingbé de ne pas trimballer ce boulet rouge-là qui était le RPT.
qui était l'objet de tous les maux au Togo, qu'on a tenté de dissoudre déjà au moment de la transition, que certains ont voulu réformer. Je parle d'Aguième Kodjo, de Péré, qui n'ont pas réussi et tout ça, mais je crois qu'il a eu le courage donc de toucher au RPT. Et on a été également surpris par les résultats des législatives avec ce que UNIR a pu faire avec 62 députés au Parlement, ce qui était un score qu'on n'imaginait pas. Donc certains pensaient que la dissolution du RPT était une erreur politique grave, alors que finalement la création d'UNIR a été la plus grande innovation politique donc, de ces dernières années au Togo. Donc il y a eu ce travail qui a été fait. Mais après, je crois que à partir de 2010, il y a eu les bases du développement qui ont été posées, à commencer par l'agriculture, qui a été assez soutenue par le chef de l'État avec des grands projets comme le PNIASA et tout ça. Et on a vu un peu au niveau du développement à la base, on a vu un peu des réformes courageuses qui ont été faites, la création de l'OTR, le guichet unique et tout ce que ça comporte. Et puis, ce qui est beaucoup plus visible aujourd'hui que sont les infrastructures, donc qui sont forcément à la route du développement. Donc tout ce travail a été fait et Faure-Gnassingbé aujourd'hui part avec un bilan largement positif sur un rythme assez soutenu que beaucoup de Togolais souhaitent voir continuer. Donc je crois que c'est déjà une force pour le président Faure-Gnassingbé parce qu'on l'a vu à l'œuvre, on a envie qu'il continue. Ça, c'est l'avis d'une bonne majorité, dont le vote a été croissant, je le disais tantôt, de 2007 à 2013. On a vu un peu comment RPT, finalement, UNIR, a reculé un peu les frontières de l'opposition au point où, même dans des zones assez acquises à l'opposition, comme Anéo, UNIR se permet d'avoir un siège. Dans une région aussi vaste que celle des plateaux, UNIR qui arrive à rafler 22 députés sur les 25, dans des zones comme Noche où c'est assez difficile, où UNIR a raflé totalement les 3 sièges, dans d'autres zones assez compliquées comme Tchévier où UNIR se partage les sièges. On sent quand même qu'il y a une politique de réconciliation qui a marché, on sent qu'il y a une politique de conquête de l'électorat avec une nouvelle vision à travers UNIR, qui a aussi séduit certains Togolais. On sent aussi le recul du tribalisme, on n'en parle pas assez, mais aujourd'hui ce n'est pas tant les projets de société qui intéressent les gens. Les gens sont restés fondamentalement attachés à leurs ethnies. On vote tel parce qu'il est de chez nous, et on a vu qu'avec Faure, ce problème d'ethnie n'est pas totalement réglé, mais il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. On n'est plus, il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire, à l'époque où on disait que le président Yadema était entouré des seules personnalités du Nord, donc de ces régions d'origine. Maintenant, par rapport à l'autre... Voilà, je crois que ce travail a été fait, et c'est visible, le Togolais l'observe au-delà des projets de société. Donc, Faure-Gnassingbé a quand même cela. Maintenant, l'autre handicap qu'il pourrait avoir, et je crois qu'il a quand même le courage d'aborder le sujet, c'est qu'on lui prête des intentions de vouloir s'éterniser, de pouvoir faire 38 ans de pouvoir et peut-être plus, et il a dit qu'il n'a pas envie de s'éterniser. Je crois que ça, c'est beaucoup plus... Mais comme on le dit souvent, la petite vient en mangeant, puisqu'on est au troisième. Non, de toute façon, nous sommes dans un monde où on ne peut plus s'éterniser. Je crois que Faure-Gnassingbé... Mais on a des gens comme Abdelaziz Bouteflika. Non, mais lui, il a été élu, il n'a même pas battu campagne, il était malade, il n'a pas battu campagne, mais il a été élu. Ça, c'est un cas extraordinaire parce que c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup fait pour l'Algérie. L'Algérie qui était un pays déchiré. Vous verrez que... Les Algériens n'ont pas voulu lui donner du repos. Les révolutions n'ont pas marché en Algérie, ils n'en voulaient pas parce qu'ils avaient déjà eu leur lot de souffrance. Donc je pense que c'est des choses différentes. Maintenant, l'opposition joue sur le fait que Faure-Gnassingbé veut s'éterniser. Donc il n'y a pas de troisième mandat. On parle également des grands dossiers, c'est vrai, mais avant de... C'est grand dossier. Je veux rajouter quelque chose rapidement. Oui. Il a dit tout à l'heure que c'est vrai que Faure-Gnassingbé a dit qu'il ne veut pas s'éterniser au pouvoir. Mais si après ces élections, il revenait en disant que c'est le peuple qui veut qu'il revienne demain, vous allez me dire quoi? Parce que vous savez, nous sommes au Togo en tout cas. Est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? Demain Faure dira, comme il y a des malades déjà fait dans les années 80, où il avait dit qu'il ne voudrait plus... Parole de militaire. Parole de militaire, qui n'avait plus envie
de ce pouvoir-là. Apparemment, la stratégie a été bien rodée. Les femmes sont mises dehors en disant qu'on veut qu'ils reviennent, on veut. Tout ça, la politique, c'est toute une stratégie. Donc, je dis, d'accord, il a dit qu'il ne veut plus s'éterniser au pouvoir. Il ne veut pas s'éterniser au pouvoir, mais l'avenir nous dira si réellement ce qu'il a dit, il va l'honorer. Voilà. Donc... En tout cas, on vous a assez compris mais... Non, en fait, je vais quand même ajouter. Je crois que Faure Gnassingbé a montré clairement qu'il ne va pas s'éterniser. Parce qu'on sait que les réformes n'ont pas abouti. Le chef de l'État, quand il a reçu Jean-Pierre Favre, il a dit, mais nous donnons un peu, vous devez donner. Et là, il s'est amusé en disant à Favre, est-ce que je peux être candidat en 2015 ? En fait, c'était ça le problème. L'opposition disait non. En fait, la réforme, elles sont rétroactives. Faure Gnassingbé a déjà fait des mandats, il ne peut plus être candidat. Il faut qu'il puisse être candidat et que les réformes se fassent. C'est ce que les députés d'UNIR avaient dit. Mais certains n'ont pas voulu accepter qu'il soit candidat. Je pense que ce problème de réforme, sans te couper, M. Germain Pouli, je pense qu'on peut le mettre de côté parce que réellement, c'est vrai que l'opposition fautait, d'autant plus que la loi, même si on revise les lois, la Constitution, Faure avait le droit de se représenter. Donc je pense que quelque part... Ça demeure jusque-là un combat juridique constitutionnel. Je le dis parce que c'est ça qui est important. Si les réformes ne sont pas faites, s'il n'y a pas limitation de mandat, ça veut dire que le président veut s'éterniser. Mais si le président est prêt pour qu'on limite les mandats, c'est qu'il ne veut pas s'éterniser. Jusque-là, on ne parle que de si. Hein? Oui, non. Puisque ce n'est pas encore. Non, ce n'est pas si. Puisque les réformes allaient se faire. En réalité, il aurait fallu que l'ANC et UNIR s'entendent sur ce point. Les réformes auraient pu se faire. C'est pour ça que certains dans l'opposition ont dit que l'ANC a bloqué les réformes. Parce que le disent tous. Non, UNIR seul ne peut pas faire les réformes. Non, plutôt je dirais. C'est là où, si vous permettez, c'est là où je voulais en venir, parce qu'on vous dira en quelque sorte qu'au Sénégal, comment il s'appelle déjà, Macky Sall n'a pas eu besoin de l'opposition avant de s'imposer à lui-même d'une réduction de la durée du mandat et la limitation. Et donc, en griffe, c'est pour ça que je dis que ça demeure jusque-là un débat. C'est pour ça que je disais souvent que c'est les deux partis phares qui nous ont pris en otage en parlant de ANC qui est devenu ANC et puis UNIR, c'est eux qui nous ont pris en otage. C'est les deux partis qui ont fait que les réformes n'ont pas eu lieu. C'est votre avis. Avant de vous rejoindre, on va donner la parole à Robert. Je pense que nous n'allons pas parler au nom de Faure ici. Je pense qu'il a bien dit la fois dernière sur une chaîne internationale qu'il partira. Il partira. Donc, accordons-lui un bénéfice de doute pour qu'il puisse, après, si c'est lui qui est président, qu'il fasse les réformes. Et après, ils partent. Donc, nous ne pouvons pas parler au nom d'une autre personne. Nous ne faisons que des analyses. Nous faisons des analyses. Mais maintenant, la personne a parlé, il a accordé une interview à une chaîne. Il a dit qu'il lui, son ambition, ce n'est pas de s'éterniser au pouvoir. Donc, laissons-lui la chance de prouver ça. Donc, pourquoi nous voulons parler au nom du président Faure? Maintenant, revenons sur ce sujet. La force et les faiblesses de ces candidats. Moi, je pense très bien que je n'irai pas sur deux chemins. Moi, je pense qu'il y a trois candidats. Soyons sérieux, ils n'ont pas de chance dans la course. Maintenant, revenons au niveau... Ils n'ont pas de chance. Ils n'ont pas de chance. Moi, je suis... Non, laissez-moi. C'est selon mes propres analyses. Ils sont en aventure. Selon mes analyses. Il n'y a que deux grands partis politiques qui peuvent toutefois sortir tête haute dans cette élection, qui n'est autre que UNIR et ANC, ou bien CAP 2015. Vous me compreniez? Donc, concernant les forces du président sortant, moi je peux dire que pour sa force, il a réalisé beaucoup de choses. Je pense que certains de mes confrères viennent de le dire. Maintenant, ce que les Togolais, certains Togolais lui reprochent, c'est au niveau de ceux qui sont en train de piller le pays et que lui-même, il a reconnu ça. Il a reconnu ça en disant à la TVT, sur TVT que il y a une minorité qui s'accapare des ressources du pays. Maintenant, le second sujet au niveau du faiblesse, c'est que
certains partis, il y a certaines couches, lui reprochent également que, bon, il n'y a pas une spéculation des fonds. C'est-à-dire que difficilement, certains, les Togolais, arrivent à joindre les deux bouts. Hein? Mais ce que moi, je pense, c'est que, selon mes propres analyses, c'est que sur ce point aussi, ce qui est sûr, il a fait beaucoup de choses dans ce domaine aussi. Quand vous prenez sur le plan social. Hein? Je ne dis pas que son tableau est rose, mais reconnaissons qu'il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose. Très et bien. beaucoup reste à faire. Maintenant, concernant Jean-Pierre Fabre, et lui aussi, reconnaissons-lui que sa force, c'est qu'il est le chef de file de l'opposition aujourd'hui. Maintenant, comme un chef de file de l'opposition doit être un papa et un rassembleur, il n'arriverait pas à le faire. Et aujourd'hui, l'opposition est divisée. Est-ce qu'il peut avoir cette opportunité de pouvoir rassembler? C'est ça, c'est ça. C'est la grande question. On est pratiquement arrivé à la fin de ce rendez-vous, mais également il faut rappeler que un papa peut être beau rassembleur, mais s'il a aussi des enfants têtus, le rassemblement est difficile. On a une petite minute en 20 secondes, dernier mot. Oui, bon, mon dernier mot. Je commence par là, on vient à Germain. Voilà, je dis simplement que c'est vrai que, comme on l'a tous reconnu, Faure a fait pas mal d'efforts, mais la seule chose qui a manqué dans son parcours, c'est que les Togolais, quelqu'un vient de dire tout à l'heure, n'arrivent pas à manger à sa faim. Il ne suffit pas de faire des routes, je l'ai dit la dernière fois, il ne suffit pas de faire des routes, des immeubles, etc. Mais il faut que nous puissions manger aussi à notre faim pour pouvoir voter le jour J. Donc c'est ça la faiblesse énorme de M. Faure. Voilà, Germain. Non, moi je crois que les Togolais sont juges de ce qui s'est fait ces dernières années. Je crois que l'audience c'est le 25 avril. Voilà, quand vous voyez un peu les tendances, tout le monde, même au sein de l'opposition, reconnaît que Faure Gnassingbé travaille. L'un de ses gros problèmes, c'est le nom Gnassingbé qu'il porte d'ailleurs. On y reviendra, ça aussi, c'est un débat qui intéresse Eric. Je crois quand même que Jean-Pierre Fabre a quand même... c'est vrai, il a sorti récemment son projet de société. Souvent, on ne l'a pas beaucoup vu. Il ne parle que d'alternance. Et puis, revenant à l'union de l'opposition, non, il ne s'agit pas des enfants têtus. C'est à celui qui est grand de dire aux autres, apportez-moi vos petites contributions. On gagne, on partage. On y reviendra également. Vous ne voulez pas partager après avoir sollicité les contributions des autres, ça ne marchera pas. Voilà. Moi, je pense que le pouvoir appartient au peuple. Donc, c'est au peuple de pouvoir décider de ces 5 candidats. Et c'est le 25 avril prochain. Oui, maintenant, concernant les candidats, je les souhaite tous les meilleurs. Donc, que le meilleur gagne. On a tout le temps pour le faire. Merci. Donc, ce sera tout pour ce numéro. C'est vrai, on n'a pas vu le temps passer. Ça nous a rattrapé. En tout cas, peut-être qu'on pensera à augmenter le temps prochainement pour que ce ne soit plus 1 heure. Je tiens à vous rappeler que Togoniba est dans les kiosques à 250 francs CFA. Outre le titre, Jean-Pierre Fabre a-t-il de réelles chances de réussite à ces élections? Il y a aussi Econiban, agriculture industrielle vs écologie. L'agriculture industrielle principale cause du changement climatique, s'interroge le journal. Et puis, bon à savoir, 5 bonnes raisons de se mettre tout nu plus souvent. Ces chefs d'État qui ont marqué l'histoire du continent africain, à lire aux pages 5 et 6 du journal. Et puis, foot, le Gabon organisera la CAN 2017. Bien de choses donc à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis. Autour de table, ils étaient 3 avec moi, José-Éric Gagli, directeur de publication du journal Togoniban, Germain Pouli, directeur de publication du journal Togo Réveil, et puis Robert Doumassi, directeur de publication du journal La Lanterne. Une équipe composée de 2 géants et d'une dame, moi accompagné en studio ici depuis le studio vert de la télévision Espoir 47, avec derrière la baie vitrée pour la technique et les maîtrises des touches, Octavio. Bien de choses donc à vous toutes et à vous tous. Le rendez-vous, c'est pour demain. Si tout va bien, jusque-là, portez-vous bien. Au revoir.